Bonjour, bienvenue une nouvelle fois dans mon atelier, ici à Brétigny-sur-Orge. Bienvenue dans Histoire d'artisans. Je suis Lisa Mier et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisans est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisans. Dans ce deuxième épisode avec Adrien Jaminet, facteur de cuivre spécialisé en trompette, nous parlons de l'esprit start-up dans l'artisanat d'art, du test and learn et du rapport entre modernité et savoir-faire ancien. On aborde aussi le pouvoir du Made in France, l'importance des relations et du réseau pour atteindre cet objectif du local. Adrien et moi partageons la même vision de l'artisan entrepreneur et vous entendrez que nous sommes d'accord sur beaucoup de choses. Belle écoute! Bonjour Adrien et merci de m'accueillir dans ton atelier. Adrien, si je ne me trompe pas et si je ne fais pas d'erreur, tu es facteur de cuivre spécialisé dans la trompette et luthier. Complètement, je suis donc facteur. C'est rigolo parce qu'en t'attendant tout à l'heure, on a préparé un post avec notre facteur et du coup j'ai pris une photo avec mon facteur pour faire les deux meilleurs facteurs de Brétigny-sur-Orge qui sera bientôt sur les réseaux sociaux. Donc je suis facteur de cuivre et non pas à la poste. Et évidemment luthier, donc la facture instrumentale c'est le fait de fabriquer des instruments et luthier c'est quand on répare. Dans le premier épisode on se posait fortement la question quelle est la différence entre les deux. Et je pense que j'ai vu ton facteur passer. Ah bah peut-être. Voilà, donc je vais voir cette resta bientôt sur les réseaux. Adrien, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec ce métier de facteur ? C'est complètement par hasard que je suis tombé là-dedans. Comme tout le monde, on fait un stage de troisième. Moi, je voulais faire musicien. On en a parlé dans l'épisode précédent où moi, ça me faisait rêver d'être à la garde républicaine, ce genre de choses. Mais on pouvait pas faire un stage avec des musiciens. Je suis allé dans un atelier rue de Rome, sans trop savoir où ça allait me mener, pour découvrir ce métier. Et en fait, je me suis tombé un peu amoureux de cette activité-là, de comprendre comment était... Alors à l'époque, c'était pas fabriqué, c'était comment réparer les instruments, comment l'entretenir, pourquoi, comment. Donc j'avais l'âge de 15 ans et de là, grande affection avec le maître de stage. Et je l'ai embêté de l'âge de mes 15 ans jusqu'à mes 18 ans où tous les week-ends, j'achetais des vieux instruments dans des brocantes pour pouvoir les restaurer. Et voilà, mais c'était un amusement en fait. Et sans du tout me douter où ça allait mener et que ça deviendrait par la suite mon métier, parce que moi je voulais être musicien. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à créer mon petit atelier dans le sous-sol de chez mes parents, ici à Brétigny-sur-Orge. Mais voilà, ça avait pas plus de vocation qu'au départ réparer mes trompettes, éventuellement celles de mes copains. Sauf que très vite, celles des copains ont suivi du copain, et les gens que j'avais en poster dans ma chambre ont commencé à toquer à la porte pour faire réparer leur trompette. Alors j'étais un peu impressionné, je me dis mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là, pourquoi ils viennent là, je savais pas trop. Et c'était passionnant parce que j'ai commencé à travailler un peu avec mes héros que j'adorais, échanger avec eux, échanger de savoir comment ils travaillaient, et j'ai commencé à réparer leur trompette. Et puis parallèlement à ça, en plus moi j'étais étudiant en conservatoire et j'ai eu la chance que mes copains de conservatoire avec qui on a usé nos fonds de culotte au conservatoire à Boulogne-Billancourt avec un super monsieur qui s'appelait Frédéric Prête. En fait mes copains, il y en a un qui est par exemple, on était une grosse dizaine dans la classe, mais aujourd'hui il y en a un qui est trompette solo à l'Opéra de Paris, il y en a un qui est trompette solo à l'Orchestre de Bordeaux, il y en a un qui est trompette solo à Toulouse. Et en fait on était dans une génération bénie sans le savoir. C'est devenu mes premiers clients, mais c'était aussi mes premiers ambassadeurs qui ont fait parler de moi un peu partout en France. Et de la réparation ensuite est devenue la partie vente, parce que j'ai eu besoin de pièces détachées, donc j'ai ouvert des comptes chez les fournisseurs pour acheter de la pièce détachée. De la pièce détachée, j'ai commencé à vendre des trompettes. Et en fait, l'essentielle partie des ateliers de l'époque faisait des cuivres et des bois, mais essentiellement des bois. J'étais un peu le premier à être ultra spécialisé comme ça dans les cuivres, donc avec une grosse dominante trompette qui était mon instrument, mais aussi les autres instruments qui sont le trombone, le tuba et le cor. Ça s'est pas mal développé. Pendant le confinement, à ce moment-là, on était un peu leader dans cette micro-niche des cuivres, etc. Là, badaboum, on s'est retrouvé sans rien, sans activité. On était non essentiel. La culture était devenue non essentielle. J'ai pris une claque un peu comme tout le monde, comme en tant que citoyen et puis entrepreneur, artisan. Là, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire ? Donc du coup, juste un peu avant ça, avant ce confinement, je venais de rencontrer un personnage mythique, moi qui suis passionné d'histoire de la trompette française, Roger Delmotte, qui avait 90 et quelques à l'époque, qui a 98 ans aujourd'hui. Et j'ai passé des heures et des heures au téléphone avec lui où en fait mon slogan était cuivre à la française. J'avais une cocarde bleu, blanc, rouge écrit cuivre à la française, mais bon, je me suis dit, c'est rigolo de mettre ça. Je mettais des autocollants pour les boîtes des trompettes de mes clients, mais c'est quoi le sens profond de cuivre à la française ? J'ai voulu mieux comprendre avec lui qui avait un grand âge et qui avait été soliste à l'Opéra de Paris, et donc du coup en échangeant avec lui il y a quelque chose qui m'est apparu évident, c'est qu'il y avait un
type de son qui avait disparu. Lui, il avait commencé sa carrière... alors déjà, c'est une époque, hein, quand lui était au conservatoire, c'était l'occupation. Donc il m'a narré des choses que j'ai trouvé passionnantes, une tranche de vie et d'histoire complètement folle. En échangeant avec lui, je me suis dit, mais en effet, c'est fou, quand lui était jeune, dans les années 50, il y a un type de son qui était très particulier et qui caractérisait le son français, avait disparu, parce que on en a parlé dans l'épisode précédent, en fait, la facture instrumentale des cuivres, elle avait disparu en France, alors qu'on avait été leader mondial au début du XXe siècle. Les guerres, c'est vrai que ça n'a pas aidé, hein, parce que pendant les guerres mondiales, le laiton, c'était plus pour faire les obus. D'ailleurs, j'ai interviewé Roger Delmotte, mais j'ai aussi interviewé un personnage qui s'appelle Thierry Cans, qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui était prof au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon et qui était le fils d'un trompettiste qui était un copain de classe de Roger Delmotte, qui était un peu plus âgé, qui est décédé, mais que son père lui avait raconté que à la fin de la guerre, quand il avait voulu une trompette, il y avait plus de laiton, donc il est allé avec un sac d'obus vide pour les transformer en plaques, et avec, on lui a fait une trompette chez justement ce fameux luthier qui s'appelait Alfred Aubertin à Aubervilliers, qui était un peu le luthier emblématique, facteur de trompette de l'époque. Est né ce projet de refaire des trompettes comme dans les années 50, parce que je trouvais que ce son, je l'imaginais, en échangeant avec ce monsieur, je me dis le son il devait être très brillant. Alors définir un son, c'est ultra complexe parce que c'est très subjectif, c'est un peu parler d'une couleur. Alors là en plus on en parle sans le voir, mais définir un son c'est super complexe parce que c'est un peu comme le vin, quoi. C'est-à-dire que définir, mettre des mots sur des sensations, c'est toujours très délicat. Et nous, c'est la partie qu'on avait déjà expérimenté en travaillant avec des artistes, quand on répare. C'est une partie passionnante de notre travail. J'ai repris des instruments des années 50 que j'ai reproduits. Le Covid m'a vachement aidé parce que j'avais vachement de temps pour développer ça. Je me suis entouré de trompettistes avec lesquels je travaille régulièrement. Marc Guejon, dont j'ai déjà parlé, qui est trompette solo à l'orchestre de l'Opéra de Paris, et David Guerrier, qui est un grand trompettiste français, qui jouait un peu ce type de trompette-là et qui avait une expérience. Et sans trop savoir où ça allait me mener, je fais cette trompette-là. Et en fait, tout de suite, les gens ont su dans ce petit milieu que je faisais ce type de trompette-là. Et j'ai été sollicité par l'Orchestre Philharmonique de Radio France pour qu'ils jouent mes trompettes dans une œuvre de Henri Tomasi, les fanfares liturgiques de Henri Tomasi, à Radio France. Alors, dans une période très particulière, parce que l'activité culturelle n'avait pas repris, c'est-à-dire que les salles étaient fermées, mais l'Orchestre Philharmonique de Radio France faisait des concerts pour qu'ils soient radiodiffusés et qu'il y ait du contenu. J'ai eu une autorisation pour aller prêter mes trompettes dans cette formation, et j'étais tout seul dans l'auditorium avec l'orchestre, et là j'avais vu mes trompettes résonner, et c'était incroyable parce que en fait j'ai ah oui, ça, en fait c'est ça le son à la française, et c'était super émouvant pour moi de voir ça. Et puis la chance que j'ai eue, c'est que tous les trompettistes des autres orchestres, ils étaient à la maison, et comme ils avaient rien à faire, beaucoup ont écouté le concert, et là tout de suite j'ai eu afflux de commandes. J'ai l'orchestre de Bordeaux, alors mais c'était mes super copains à Bordeaux avec qui je me dis mais c'est super ce son, on l'a jamais entendu. J'ai eu plein de commandes, mais l'appel qui m'a fait le plus plaisir et le plus ému suite à ça, c'est Roger Delmotte qui m'a dit félicitations, je viens d'entendre un son que je n'ai pas entendu depuis 70 ans. Alors lui, il l'avait pas entendu depuis 70 ans, mais mes copains de conservatoire, on l'avait imaginé, on l'avait fantasmé ce son, mais là on le découvrait, donc c'était vraiment passionnant. Et donc de là, après on a fabriqué pas mal de trompettes pour des orchestres. Donc le premier orchestre, et je le remercie, c'était l'Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine, mais après il y a eu Nantes, Rennes, Lille, Mulhouse, plein d'orchestres. Et ce qui a été passionnant, c'est que ils ont joué mes trompettes que moi j'avais imaginé pour la musique française. Je m'explique. En fait, j'avais créé ces trompettes-là en disant je veux pas remplacer les trompettes américaines. Ces trompettes-là vont servir pour le répertoire français. Mais en fait, les musiciens en le jouant, ils se sont rendus compte que ça marchait évidemment parfaitement bien avec la musique française, mais dans d'autres répertoires, parce que toutes les formations où c'est un peu plus petit, type orchestre de chambre, la trompette française est très adaptée à ça. Et donc voilà, je suis un peu envolé dans mes explications, et voilà. Non mais c'est génial, et surtout c'est hyper émouvant. Mais c'est vrai que oui, que ce qui était ultra émouvant, c'est quand je repense et tout, j'ai l'enregistrement parce que je l'ai gardé évidemment. Quand je l'entends, c'est vrai que c'est assez émouvant de me dire c'était fou, j'étais seul dans cette salle, et puis en plus après c'était en direct et tout, et c'est fou, j'avais plein de textos, dire putain mais c'est quoi ce son, c'est génial, etc. Et c'est vrai que ça a été un peu la première pierre de mes trompettes. Puis en plus quand je me remets dans le contexte, franchement elles étaient à peine finies quoi, les trompettes, je m'en souviens tu me demandais des anecdotes, je vais en raconter une avant que tu me le demandes, mais je m'en souviens que c'était pas fini, donc pendant les pauses j'allais dans les toilettes rincer les pistons qui marchaient pas et tout avec le trompette solo, parce que c'était pas fini, c'était encore les protos quoi. Donc dans les toilettes de Radio France on rinçait les pistons pour que ça puisse fonctionner quoi. Donc voilà. C'est à l'orchestre de Radio France, donc Philharmonique de Radio France, ouais. Ok, c'est pas à la Philharmonie. Non, en fait il y a plein d'orchestres à Paris, donc les grandes phalanges, évidemment l'Opéra de Paris, mais en fait il y a deux orchestres à Radio France. Il y a l'Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France qui se
produit les deux dans Radio France. Et à la Philharmonie de Paris, qui est une salle, là se produit essentiellement l'Orchestre de Paris et aussi l'Ensemble intercontemporain et l'Orchestre de chambre de Paris. D'accord. Et donc, question, est-ce que nous, en tant que novices, quand on écoute, donc la fameuse trompette dont tu parles, c'est la Alfred, c'est ça? Ouais. Est-ce que nous, quand on écoute la trompette Alfred et qu'on écoute une autre trompette, on est capable de différencier ces deux sons? Alors, c'est très subtil. Parler de vin tout à l'heure, ouais, faut être un peu connaisseur, mais quand tu connais et qu'on t'explique, oui, tu vas l'entendre, mais c'est surtout pour le musicien. Le musicien, où tu vas l'entendre sans t'en rendre compte, c'est que comme la perce est beaucoup plus petite, il y a un caractère beaucoup plus timbré. Une fois de plus, c'est toujours difficile de définir, de mettre des mots sur un son, mais voilà, il y a plus de caractère, il y en a qui appellent ça brillant, clair, etc. Alors, c'est super dur parce qu'il faut mettre des sons, et quand tu travailles avec un musicien, faut mettre des mots, mais il faut essayer de comprendre le vocabulaire de la personne que tu as en face de toi, parce que le mot brillant ou clair, il y a des gens, ça va être bien, et d'autres, ça va être péjoratif. Donc, faut comprendre un peu la psychologie des musiciens. Et donc, oui, on peut l'entendre, et c'est surtout que la trompette française, elle est plus facile à jouer. Parce que comme la perce est plus petite, c'est moins physique. Le musicien peut aller un peu plus loin dans l'interprétation, parce que il y a des pièces du répertoire français qui sont un peu, si on les joue sur des trompettes américaines, sont un peu plus grosses. Au-delà de la musique, ce sont des vraies épreuves physiques, où il est compliqué, entre guillemets, d'arriver au bas de l'œuvre, parce que c'est très physique. Avec ce type d'instrument, c'est plus facile, donc tu peux faire un peu plus ce que tu veux. Donc c'est aussi là que se va jouer. Ça t'est déjà arrivé de faire un blind test de son? Bien sûr, j'ai des petits jeux avec moi-même, c'est que des fois j'essaye de deviner, mais même sur des trompettes, j'arrive à deviner à peu près ce que les gens jouent, un peu à l'aveugle, la marque, le modèle et tout. Il y en a que ça fait halluciner. Après, c'est un peu comme goûter des vins, c'est pareil, tu développes ton oreille. Moi, souvent, les gens me demandent, sur la partie artisanale, c'est quoi ton meilleur outil? On a des machines, on a des outils, mais moi, mon outil, c'est mon oreille. La trompette Alfred, comme je disais, c'est un son qui avait disparu, mais je l'avais pensé et fantasmé, ce son, mais je savais à peu près où je voulais aller, et c'est guidé par mon oreille, quoi. Donc du coup oui, j'arrive à deviner un peu qu'est-ce qu'on joue, pourquoi, comment, et puis c'est un truc qui me passionne, quoi. J'imagine que là, il y a eu énormément de recherches pour retrouver ce son. Alors oui, bien sûr. Alors c'était énormément de recherches, puis c'était un peu vers l'inconnu, parce qu'on savait pas où ça allait nous mener. Mais j'avais quand même une idée assez précise de ce que je voulais. Puis donc, en fait, j'ai repris une trompette des années 50 que j'ai complètement disséquée et remis à la version des années 2020, parce que la technique, évidemment, s'est améliorée. Enfin, la technique, c'est pas qu'on fait mieux qu'avant, mais c'est que les machines numériques nous aident quand même à être plus précis. Après, suite à ça, il y a une trompette, cette trompette-là, moi je travaillais déjà, on en a parlé avec Ibrahim Malouf, il a trouvé le concept super, et donc il dit mais c'est super, est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse une trompette ensemble? Et là, on a fait vraiment un travail de recherche pendant une année de faire une trompette pour lui. Et ça a été super long, parce que sur la partie innovation et recherche, ça a été long de ce qu'on parlait tout à l'heure, de comprendre ce qu'il voulait. C'est-à-dire que lui, il avait une idée très précise de ce qu'il voulait en termes de son, de sensation. Il l'entendait, mais il savait pas le définir. Et donc du coup, il a fallu du temps pour comprendre ses envies, de qu'est-ce qu'il voulait. Et comme au départ on avait du mal à comprendre, c'est plein de tests pour qu'il joue la trompette. Et encore une anecdote, c'est que pour ce développement-là, j'avais fait le pari avec moi-même qu'il la joue à Bercy. Donc il avait un concert qui était prévu il y a quelques années maintenant, c'était en décembre 21, et puis on avançait dans le développement, mais je voyais qu'on était quand même assez loin du truc. Puis novembre arrive, décembre, je dis ouf, ça va pas se faire, bon tant pis, on fera ça plus tard. Et là, une fois de plus, le Covid m'a aidé, parce que il y a eu une recrudescence de Covid, les salles ont fermé, donc à 3 jours du concert, il a dû annuler et reporter, et le concert a eu lieu en avril, et il a commencé à jouer la trompette, et on l'a fini au début d'année 2022. Là, il la jouait, et c'est vrai que les premières notes, en plus ce concert-là était un peu émouvant, parce qu'il commençait vraiment tout seul devant un grand rideau rouge, juste trompette, guitare, puis après ça s'ouvrait, et en plus il y avait la garde républicaine derrière, et les premières notes, je m'en souviens, étaient aussi émouvantes pour moi, parce que j'étais avec mon cousin dans la salle, et de me dire, je me pinçais, je me dis, mais putain, j'ai gagné mon pari, quoi. Mais bon, je l'ai fait tout seul, donc je pouvais pas, mais c'était une belle aventure. Et c'est vrai que le développement des trompettes, c'est souvent une rencontre, en fait. On le fait comme là, on a parlé tout à l'heure de la garde républicaine, c'est pareil, c'est comprendre la pratique, en fait, à quoi ça sert, qu'est-ce que vont devenir l'instrument, puis comprendre le vocabulaire aussi de ce que je disais, du côté subjectif du son, de ce qu'on développe, etc. Mes parents vont, je vais tellement leur dire d'écouter cet épisode, ils sont archi fans d'Ibrahim Malouf. Ah. Et en plus, avec Ibrahim, il y avait ce truc-là qu'on aime heureux de revendiquer ensemble, c'est notre territorialité. On est tous les deux essonniens, en fait, donc il habite pas loin de l'atelier, il a grandi en Essonne, sa grand-mère vivait à Bretigny-sur-Orge ici.
Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de ce projet-là, quand j'ai fabriqué les trompettes, j'ai dit bon, va falloir mettre une marque. Et donc après, elles ont porté mon nom, tu vois. Et alors je me suis dit, voilà, mais ça paraît mégalo et tout, je vais pas faire. Et en fait, c'est un trompettiste de l'opéra qui m'a dit, mais fais le tour de ton atelier, regarde toutes les marques. Mais tous les noms de marques, c'est le nom de quelqu'un. Et il dit, par contre, tu regarderas bien, il y a toujours le nom de la ville. Donc, du coup, moi, j'ai mis mon nom et Brétigny-sur-Orge. Mais en fait, ce truc infusé de territoire est devenu vraiment un truc que je revendique plus fort aujourd'hui. Parce que, déjà, on fait travailler des entreprises bretignolaises. On a 2 boîtes qui nous aident dans la conception de la trompette, surtout dans les petites pièces. Mais moi, toute une grande partie de mon réseau est ici de Brétigny-sur-Orge. Et souvent, les meilleurs partenariats, sont liés à ce territoire-là. Et c'est quelque chose que je revendique aujourd'hui. Non, mais c'est beau. On se connaissait déjà, mais on s'est vu sur le salon du Made in France, et moi je trouve ça plutôt chouette, justement, avant qu'on enregistre t'en parler, tu tiens vraiment à ce concept de Made in France, 100% Made in France. T'es absolument, si je me trompe pas, 100% des pièces sont faites en France. Alors non, c'est pas 100% des pièces, parce que il y a des choses des savoir-faire qui ont disparu. Le piston, par exemple, je l'achète en Italie, à la frontière italienne, à quelqu'un qui est à côté d'Aoste, mais c'est quelque chose on désespère pas, justement, avec notre tourneur local, on a le projet d'ici 2 ans de faire nous-mêmes nos pistons. Donc en effet, tous nos éléments viennent de 800 km autour de notre atelier, de plein d'acteurs français. Mais par exemple, j'ai une anecdote aussi encore qui est un peu folle, c'est que quand j'ai fait mes premiers prototypes, on a parlé tout à l'heure du pavillon, des pistons, etc. Mais en fait, par exemple, toutes les pièces là, ce qu'on appelle l'entretoise, j'ai pris ce que j'avais sous la main, des pièces de réparation. Et comme toutes les marques sont américaines, j'ai pris des pièces américaines. J'ai consommé aussi beaucoup de contenu YouTube, podcast sur le Made in France. Et je me suis dit, mais attends, mais ces pièces-là, c'est fait où? Puis il faut que j'essaye de faire ça en France. Donc le casse-tête et tout, essayer de trouver un partenaire. Et on me dit, écoute, peut-être il y a une boîte à 3, ils font ces pièces-là. Donc j'ai pris les coordonnées, j'ai envoyé des pièces, et j'ai dit, est-ce que vous pouvez me faire des pièces de tel type? Et il me dit, mais ça, c'est des pièces américaines de telle marque? J'ai dit, oui, c'est moi qui les fais. Je dis, mais ah bon? Mais donc ça veut dire que moi, ça fait des années que j'achète des pièces à Chicago, mais en fait, elles sont faites à 200 km d'ici. Et cette industrie que finalement, que je pensais morte, elle est pas si morte que ça. Et ça a été de relancer aussi des partenariats et de mettre en relation, et donc c'est de ça dont on parlait tout à l'heure. En effet, j'adore mettre les gens en relation, de dire, mais tu sais que lui, il fait ci, tiens, ça peut t'intéresser pour ci, pour ça. Et donc, ouais, d'être lié à ce territoire-là. Et c'est lié aussi à mon histoire, je trouve, le territoire, parce que le territoire, ici, on est à Brétigny-sur-Orge, et ça, une fois de plus, c'est la banlieue. Et je trouve que quand tu viens de banlieue, moi, je suis un banlieusard, et je suis assez fier de le revendiquer aujourd'hui, mais parce que la banlieue, enfin, il y a un truc un peu sale dans la banlieue. Ouais, la banlieue, c'est les cités et tout. Non, la banlieue, il y a plein de choses autres que les cités. Et justement, moi, quand j'étais au conservatoire, les gens, ils venaient un peu de partout en France. Et quand tu viens de banlieue, tu viens de nulle part, en fait. Tu viens pas de Paris. Tu viens pas de province. Tu viens pas de province. Et pour les provinciaux, t'es de Paris. Et pour les Parisiens, t'es pas de Paris. T'as une espèce d'identité qui est un peu longue à trouver. Je trouve qu'elle arrive un peu plus tard dans ton émancipation. Mais je trouve qu'aujourd'hui, je suis fier de revendiquer ça. Appel du pied, si vous fabriquez des pistons, contactez Adrien. Voilà. Parce que potentiellement, vous allez me dire, mais moi, je sais faire. Autre question sur tout ce qui est fabrication. Ça prend combien de temps de fabriquer une trompette de bout en bout? Nous, on fait pas une trompette de bout en bout. C'est pas un pulse de chemin sur 906 pièces. C'est pas on commence et puis on finit. En fait, nous, on fait à peu près 2 à 3 trompettes par semaine, mais on fait des toutes petites séries. C'est-à-dire qu'on en fait 3 à la fois. C'est-à-dire qu'on fait par exemple, quand on se penche sur la première partie de la trompette qui s'appelle la branche, qui est un puzzle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces. Et ben, on en fait 6 d'un coup. Puis on les a d'avance, etc. Donc, on fait à peu près 3 trompettes par semaine, une petite dizaine par mois à peu près, en fonction des commandes et ce qu'on a à faire. Puis nous, c'est aussi une nouvelle marque, et donc du coup, on a aussi des projets de développement. Donc aussi, on passe un peu de temps sur les nouveaux projets, recherche et développement. Et puis après, on accueille les musiciens qui doivent essayer nos trompettes. Oui, et donc ce que tu racontais aussi, c'est que une partie de ton business, c'est la réparation, et donc la partie luthier. Et donc ça, concrètement, ça se passe comment? Ça se passe bien. Non, oui, bien sûr. On travaille avec la réparation. Donc, qu'est-ce qu'on répare concrètement dans une trompette? Ouais, non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est un abus un peu aussi de langage de dire de la réparation. C'est plus de l'entretien que de la réparation. La trompette, on envoie de l'air chaud dans du métal qui est froid, et donc du coup, il y a de la condensation. C'est pour ça qu'il y a ici une petite clé d'eau pour vider l'eau. C'est pas de la salive, c'est de la condensation. Donc du coup, cette condensation, elle a tendance à s'oxyder, à faire du verre de gris. Et donc du coup, faut de temps en temps le nettoyer pour retirer ce verre de gris, pour libérer les instruments qui vieillissent un peu
peu mieux. Donc une grosse partie de ce qu'on appelle nous de la réparation, c'est plus de l'entretien. Après, on a une partie de réparation qui est de la casse, c'est-à-dire que j'ai fait tomber ma trompette, les casser, les bosselets, il faut la réparer. Et puis après, on a une partie plus de customisation, c'est-à-dire que les musiciens professionnels souvent me disent voilà, j'ai telle trompette, j'aimerais la modifier pour faire ceci, cela par rapport à ma pratique. Et donc c'est les 3 parties de la réparation de notre métier. D'accord, je vois. Parce que en effet, je pense notamment au boss, tu modifies ne serait-ce qu'un tout petit peu, j'ai envie de dire le plat, mais la forme de ta trompette, tu vas changer complètement le son. Oui et non, alors si tu es la bosse, c'est sûr que si le pavillon est complètement écrabouillé, oui. Après une toute petite bosse, ça va très peu influencer sur le son. C'est plus après où ça fait des petites différences, c'est en fait dans la position de telle ou telle pièce qui va changer, mais oui, le moins de petits détails change. Et c'est rigolo, le mot boss, c'est un des trucs qui m'amuse dans mon travail, parce qu'on travaille ici à Bretigny-sur-Orge, et les gens viennent de très loin. Donc, tu vois, il y a une carte de France ici, les gens viennent d'un peu partout. Et j'adore le mot boss, parce que en fait, selon les gens, de d'où viennent les gens, ils appellent jamais ça pareil. Tu vois, j'ai un boss sur ma trompette, j'ai un POC sur ma trompette, et donc chaque région a son petit mot et ça me fait marrer. Toi, tu dis un boss? Une bosse, non, mais une bosse, mais il y a une bosse, un POC, une bigne, tu vois, j'ai un jeton sur ma trompette. Tu vois, chaque truc, c'est un mot qui m'amuse. C'est vrai. C'est comme la chocolatine. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux revenir sur ta relation avec ton métier ? J'ai l'impression que tu en as déjà parlé. Ça, j'en ai déjà parlé. Non, la seule chose qu'on n'a pas parlé, la raison d'être de notre entreprise ici, c'est de redonner un souffle au cuivre à la française, sous toutes ses formes. Voilà. C'est une jolie métaphore. Mais à travers ça, moi, j'aimerais... mais je crois que c'est ta question d'après, de justement, qu'est-ce que je veux pour le métier, etc. C'est le mot de la fin, ouais. Ouais, bon, je le dirai tout à l'heure. Garde-le pour la fin. Mince alors, on crée du suspense. Tu nous as déjà raconté pas mal d'anecdotes, mais est-ce que tu veux nous en raconter une autre ? J'en ai plein des anecdotes. C'est vrai que on vit souvent des situations un peu cocasses dans notre travail, mais une qui était particulièrement, c'est une fois j'ai été appelé en pleine. Alors nous, la période de rentrée, c'est vraiment la période un peu folle parce qu'il y a tous les conservatoires qui reprennent, donc on a plein de réparations. Là, la période de rentrée, tu peux plus. Enfin, c'est pas que tu peux plus rentrer, mais il y a des instruments partout. T'as l'impression que c'est un autre endroit. On est sous l'eau et j'ai été appelé il y a quelques années, pleine rentrée où d'habitude je ne réponds même pas au téléphone, et une dame qui dit oui, bonjour, je suis l'assistante de James Tiré, il y a des instruments à réparer. J'ai dit James qui, on connaît pas. Et en fait, je me suis retrouvé le lendemain, en fait, je dis ah non, je peux pas travailler avant. Ah mais si, il y a plein de choses à réparer et tout. Je dis vous habitez où ? Enfin, il habite où ? Et en fait, il habitait juste à côté d'un conservatoire d'arrondissement qu'il fallait que je livre. Je dis ah bah si, je passe à côté, je passe demain. Et en fait, le lendemain, je me suis retrouvé dans un appart parisien un peu fou, donc dans une espèce de bureau, un peu salle d'attente, avec au-dessus de moi, je sais pas combien de Molière et quelques César. Et je me suis dit mais je suis où ? Et en fait, ce James Tiré, c'est le petit-fils de Charlie Chaplin, et qui est un peu une star du théâtre, qui était en train de créer une pièce sur un peu où avec des créatures, etc. Il a fait une pièce avec des trompettes. Il s'intéressait à ça. Je lui ai réparé plein de trompettes. Puis on s'est super bien entendu. Je l'ai mis en relation, doublement en relation avec une artiste avec laquelle je travaille, qui s'appelle Hélène Escriva, qui a intégré sa troupe et qui a fait toute une tournée avec lui, et qui a, enfin, je suis super content, ça peut changer sa vie. Et pareillement, plus tard, j'ai Ibrahim Malouf qui me dit j'ai vu que t'as fait un truc avec lui. J'avais créé une trompette un peu géante, un bugle allongé pour ce spectacle-là. Et Ibrahim Malouf, dans son dernier album qui s'appelle Capacity to Love, commence par un discours de Chaplin. C'est moi qui les ai mis en relation. Genre, je me souviens quand il m'a fait la demande, je les ai mis en relation, et je dis j'ai 2 mecs dans mon téléphone qui ont des Césars, et genre je les mets en relation, ça fait bien quoi. Et c'est trop drôle parce que j'allais te dire, mais en fait, dans ton téléphone, t'as énormément de contacts de gens. Genre, toi, quand on te pose la question de savoir c'est qui le plus connu sur ton téléphone, t'es là, c'était pas genre là, bah j'en ai pas, t'es là, bah je sais pas quel est le plus connu en fait, il y en a beaucoup trop. Non, bah c'est surtout dans le monde de la trompette où j'aime bien. Après, c'est un truc que j'adore revendiquer, comme je disais, les gens viennent de France entière, et au-delà de mes contacts, ce que j'adore, c'est qu'ici aussi, cet atelier soit un lieu de rencontre. Moi, j'adore, ça arrive très souvent, qu'il y a le trompettiste de
Montpellier qui se retrouve avec le trompettiste de Strasbourg. Ils ont étudié ensemble et la vie ont fait qu'ils sont pas croisés depuis 20 ans et ils se retrouvent ici, ils parlent et ça, moi, j'adore. Ouais, c'est trop chouette. T'as pas encore réussi à t'exporter à l'étranger? J'ai déjà eu des commandes à l'étranger, en Chine. Un étudiant qui avait étudié au conservatoire de Lyon m'a commandé les trompettes Alfred. Après, j'ai commencé à avoir de la demande, mais c'est vrai que c'est un endroit évidemment où je veux aller. Mais bon, je prends le temps parce que c'est vrai que déjà, il faut fabriquer toutes les trompettes et un peu fournir ici tous les orchestres en France. Mais on a de tels ambassadeurs avec les trompettistes avec lesquels on travaille que ça va venir un peu naturellement. Puis après, on ira plus tard. Après, cette fameuse trompette Alfred, il faut quand même y aller parce que, quand je dis y aller, c'est à l'étranger, parce que c'est une trompette, il y a besoin d'évangélisation parce que en fait, l'histoire que je vous ai racontée, c'est super, mais comme je le disais, moi, mes copains de conservatoire, ils la connaissaient pas cette histoire-là. Donc, vous imaginez bien que les trompettistes italiens, espagnols et tout, ils connaissent encore moins ça, à moins que ce soit vraiment féru d'histoire des cuivres. Pour faire découvrir ce son-là, il y a vraiment besoin de se déplacer, de faire essayer et d'expliquer, parce qu'en fait, cette trompette-là, elle est comparable à rien et pour la comprendre, il faut l'expliquer. Quand t'as un orchestre qui la joue, il n'y a pas un petit bandeau en bas qui dit ce sont les trompettes de Adrien Jamilon qui s'appelle Alfred. Non, il y a pas ça, mais moi c'est rigolo. Non, il y a plein d'orchestres. Je guette des fois les réseaux sociaux de tiens, il y a telle œuvre qui est jouée ou tiens, c'est telle heure, etc. Mais ça m'est déjà arrivé il y a pas longtemps. Une fois de plus avec Ibrahim Malouf, je crois que c'était en janvier dernier. Il a joué en soliste avec l'orchestre de Bretagne. J'étais dans le coin, donc j'y suis allé. Et c'était assez émouvant parce que dans l'orchestre, les mecs jouaient mes trompettes, les Alfred, et lui devant, il jouait sa trompette quart de ton. Et je lui dis, ouais, c'est la classe. Enfin, le soliste plus les mecs de l'orchestre jouent les trompettes, donc c'est assez sympa, quoi. Ouais, c'est sympa. Et justement, j'allais te demander, quand tu fais des trompettes comme ça sur mesure pour Ibrahim Malouf, pour James Tiré, on est d'accord que tu leur fais sur mesure et t'as pas le droit de la répliquer? Alors, Ibrahim, si on a créé un modèle ensemble dans l'idée qu'il soit répliqué, et lui, justement, il veut faire populariser donc son système particulier qui est le quart de ton, qui avait été créé par son papa, qui fait des notes en plus. Donc, avec Ibrahim, cette trompette-là, elle est commercialisée. Après, le charme de cet artisanat, c'est que tous les instruments sont un peu différents. Alors, il y a des gens qui trouvent ça pas bien, mais moi c'est ce que j'adore, c'est que c'est justement on va pouvoir modifier l'instrument pour aller le plus vers ce que les gens aiment, et justement ça fait partie du charme de cette activité, quoi, d'avoir des instruments un petit peu différents d'un instrument à un autre, puis chaque instrumentiste est aussi singulier et on essaye d'adapter ça, quoi. Est-ce que tu as des projets futurs ou des envies futures pour toi? Pour moi, oui, mais plus au global sur les cuivres français, comme je disais, la raison d'être, ça fait très start-up de dire ça, hein, de mon entreprise, c'est redonner un souffle au cuivre à la française. Mais à travers ça, j'ai envie qu'il y ait plein de gens qui fassent ce métier-là. Et moi, je suis pas mal engagé justement avec la CSFI, la chambre syndicale de la facture instrumentale, l'ITEM, qui est aussi l'école du Mans qui délivre ces diplômes-là. On fait un travail actuellement avec l'éducation nationale pour revoir les diplômes et revoir les programmes pour que les cuivres fassent vraiment à part entière dans cette formation, pour que des jeunes puissent apprendre ce métier-là et que finalement ils se développent, quoi. Moi, mon rêve, c'est que, je disais, au début du XXe siècle, c'était des milliers d'emplois. Alors bon, ça sera certainement pas des milliers d'emplois, mais qu'on soit un peu plus à défendre ça, parce que les pays voisins, je pense à l'Allemagne, dans d'autres types d'instruments, ont ça. Et en fait, j'aimerais, tu disais d'aller à l'étranger, j'aimerais bien d'ici quelques années qu'on voyage en meute française pour aller défendre. Alors, on est une poignée d'irréductibles à faire des cuivres. Alors, moi, je fais des trompettes. J'ai des confrères qui font des trombones. Il y en a d'autres qui font des corps. Et on discute régulièrement. Mais justement, je pense que si on se développe tous ensemble, on peut, redonner ces lettres de noblesse au cuivre à la française. Puis faire parler de nous. Et puis, c'est surtout aussi, moi, ce qui me passionne, moi, c'est que mes clients, c'est mes copains. Et c'est surtout un outil aussi pour eux, quoi. Enfin, c'est génial de leur faire des outils pour jouer, mais aussi d'avoir quelque chose de différenciant pour revendiquer les choses. Il y a un truc que je voulais dire, que moi, quelque chose qui m'a beaucoup nourri dans le recherche et développement, je reviens un peu aux questions d'avant, mais c'est Guillaume Gibaud du Slip Français qui m'avait donné un peu ce truc-là. Il y a un truc que je conseille à tous les artisans, mais à tout le monde de lire, en fait. C'est un truc qui s'appelle le rapport de la marque France, qui avait été commandé quand Arnaud Montebourg était ministre. Ça explique ce que c'est la marque France versus le Dutch Qualitad ou l'American Dream. Et en fait, ça explique les piliers fondamentaux de la marque France. Alors attends, je vais te le retrouver. Et j'adore ça. Et souvent, moi, je donne ça à des musiciens, à des copains musiciens. Je dis, mais lis ça. Et je dis, tu remplaces le mot produit par c'est toi le produit. Et quand tu t'exportes, faut que tu véhicules ça. Et je trouve que dans l'artisanat, c'est génial. Et donc, les 3 piliers, les valeurs fondamentales sont
l'amour des gestes et des savoir-faire. En deuxième, la vision, la capacité à penser, imaginer et initier. Et 3, l'art de la surprise. C'est génial. Ouais. Et moi, j'adore ce truc-là. C'est un peu ma table, c'est sur ma table de chevet. Et tu vois, dans la recherche et innovation, en fait, tous mes projets sont guidés un peu par cet esprit-là disruptif, tu vois, ce genre de choses. Je fais très start-up. Hein. Très start-up-ish, Non, mais justement, amener ces choses-là dans l'artisanat aussi, ces pensées-là et tout. Moi, j'adore dans l'artisanat ça, tradition et modernité, quoi. Tu sais que j'avais été interviewée et le titre de l'article que j'avais validé, hein, c'était l'artisan d'art est une start-up. Ouais, mais c'est rigolo. Des fois, on peut être ouais, mais on m'était tombé dessus en disant mais n'importe quoi, Lisa. Et je disais, bah en fait, un peu quoi. Mais si, là, moi, je suis super d'accord avec ça. Après, il y en a, oui, ils aiment pas ça, etc. Mais c'est sûr que toi, tu me disais peut-être dans ton parcours, tu viens de cet univers-là, donc tu le vois d'un autre œil. Mais moi, je trouve ça intéressant de confronter ces choses-là, cette fraîcheur-là. Après, moi, je suis autodidacte, donc c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas ce carcan pas ce carcan, mais c'est blocage de tête de me dire ah non, on peut pas faire ci ou ça. Mais je trouve moi ça assez inspirant. Parce que ces valeurs-là, je trouve qu'elles sont universelles et tu peux le faire dans tous les domaines en fait. Oui, c'est ça. Et puis en fait, finalement, l'univers startup a peut-être une image qu'on déplore sur certains aspects, mais il n'empêche qu'il y a des façons de penser, des façons de fonctionner qui sont positives, qui sont à prendre. Moi, je trouve une des maximes de la startup, c'est fake it until you make it. Pardon, mais faire semblant jusqu'à ce que tu le fasses. Enfin, j'en connais beaucoup des artisans qui le font, quoi. Non, mais bien sûr, non, mais carrément, combien de fois, en tant qu'artisan, oui, je sais faire, oui. Oui, non, mais bien sûr. Et puis, en fait, tu dis, bon, bah, comment on va faire, Voilà. Mais parce que t'as envie d'avoir ce projet, que tu sais que ça va être un beau nom. Et la deuxième maxime qu'on entend beaucoup, c'est le test and learn. Enfin, vraiment, dans l'univers de la startup, je l'ai beaucoup entendu. Ça sera toujours plus cher de penser pendant des années et de lancer un jour son produit que de lancer, de voir comment il est pris par le marché et de s'adapter. Il y a plein d'artisans avec qui j'en ai parlé, je leur ai dit mais c'est pas parfait. Mais non, ça le sera jamais. Comme ton Alfred, quoi. Enfin, non, genre, elle est pas parfaite. Ça sera jamais, mais c'est le fait de la confronter, en effet, aux gens. Puis, j'ai écouté un radioscopie d'André Malraux la semaine dernière, et il parlait justement des artisans et de l'art, et il disait que c'est pas aux artistes d'expliquer leurs œuvres, en fait, c'est à l'humanité de l'expliquer. Mais c'est un peu pareil, c'est un peu, c'est ton produit, c'est les gens qui l'utilisent qui vont t'expliquer à quoi ça sert, et c'est pas à toi de le penser, et puis du coup, c'est toi qui vas, ces retours-là vont te permettre de l'améliorer. Ouais, je plus sois. Je voulais revenir sur la partie formation parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Le fait qu'aujourd'hui tu sois obligé d'avoir des actions dans l'éducation nationale pour un peu défendre la formation de ce métier de facteur de cuivre spécialisé en trompette. Ouais. Tu me racontais que dans la formation, donc à Nantes, c'est ça ? Au Mans. Au Mans, tu me racontais que donc c'est cuivre et bois et qu'en fait les bois représentent 90%. Bah voilà, parce que comme on disait, en fait c'est dû à l'industrie qui est beaucoup plus forte. Alors, qui est dû à deux choses. La première, c'est que l'entretien, déjà, des bois au quotidien demande plus d'entretien. Il y a tous des petits tampons et tout à changer. Donc, dans un atelier standardisé, j'ai envie de dire, d'instruments à vent, bah, il y a plus ça à faire. Et puis, il y a encore une grosse industrie. Après, moi et d'autres, on a pas mal bousculé les lignes parce que quand moi je suis arrivé, j'étais le seul à faire les cuivres. Donc, quand j'ai ouvert des comptes chez les fournisseurs, bah, j'étais un espèce de troublion parce que, en fait, pour avoir les comptes, il fallait avoir des flûtes, des clarinettes et tout. J'ai dit, moi, c'est que les cuivres. Et il y a eu plein depuis de gens qui sont ultra spécialisés. Il y a des ateliers à Paris qui font certains quasi que du corps, d'autres que de la flûte traversière, d'autres que de la clarinette. Ils deviennent ultra spécialisés dans ce petit domaine. Cette évolution fait qu'en effet, les choses ont besoin de bouger. Et pour pas trahir notre discussion qu'on avait, on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Et je trouve que à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est un programme qui a été mené par la ministre de la Culture et Olivier Grégoire des PME, qu'on fait tout un programme qui s'appelle Métiers de main, métiers de demain. Et je trouve ça très vrai à l'heure de l'intelligence artificielle, d'avoir ces métiers-là manuels qui reprennent sens, et puis les gens ont besoin de sens, et ces métiers-là, pour moi, font sens. Je suis totalement d'accord, et je pense que les artisans sont sans doute ceux qui ont le moins peur de l'intelligence artificielle dans notre monde actuel. Ouais, complètement. Je reviens sur un sujet que tu as abordé sur l'arrivée du numérique dans ton métier, et le fait que ça avait un peu fait évoluer ton métier. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ? Bien sûr. Alors, il y a deux choses qui ont évolué. Déjà, c'est juste la mécanique de précision
par le fait, si je parlais de machines numériques, en fait, les CNC, les machines qui servent à tourner des pièces, sont bien plus précises que des machines manuelles qui ont les outils qui s'usent, enfin tout un tas de choses fait qu'aujourd'hui, les instruments sont mieux qu'à l'époque. C'est pas qu'ils sont mieux fabriqués, c'est juste que, par exemple, la tolérance entre le piston et sa chambre de piston, elle est vraiment au plus fin. Par exemple, notre trompette française, notre trompette Alfred, elle est encore mieux que les trompettes de l'époque, mais c'est pas parce que c'est nous qui la faisons, c'est parce que la mécanique de précision est tellement fine que c'est plus facile à jouer, c'est plus juste, etc. Mais aussi, dans ces domaines-là, en effet, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de copier des pièces. Alors, copier ou s'inspirer, c'est qu'aujourd'hui, on a des machines, par exemple, comme des scanners 3D, qui te permettent de scanner des pièces, et ça te fait un plan. Et aujourd'hui, on arrive même, par exemple, à imprimer du laiton. Nous, sur le projet qu'on a fait avec Buffet Crampon, qu'on leur a conçu des trompettes, on a imprimé du laiton, et c'est une innovation géniale, parce qu'en fait, imprimer du laiton, ça te permet, déjà, t'imagines, aujourd'hui, on parle de RSE, ce genre de choses, il y a beaucoup moins de pertes matière, mais en plus de ça, pour le prototypage, si ça marche pas, t'en fais pas une petite série de 100 qui marche pas, quoi. Et c'est génial, et on peut faire plein de choses grâce à la technologie, et c'est passionnant de faire des tests sur ce genre de choses. Et ça, tu le fais avec une imprimante 3D? Il y a des imprimantes, on bosse avec une boîte qui est à Saint-Étienne, qui nous imprime du laiton, et en fait, c'est un des caractéristiques de la trompette qu'on a fait avec, justement, avec Buffet Crampon, parce qu'on est revenu sur des trompettes un peu comme les Alfred, des trompettes avec des plus petites perces, et le fait d'imprimer en 3D fait qu'il y a aucune tension. Alors c'est un peu technique, mais quand on met les pièces en assemblage, elles tombent parfaitement, ce qui fait qu'on les soude juste comme ça, sans aucune tension, et qui fait que l'instrument est plus libre. Pour la trompette, c'est plus libre et c'est mieux pour la conception, quoi. C'est génial. Mais moi j'adore. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en off, tu expliquais que ces projets, tu les as financés grâce à une subvention, c'est ça? Je l'ai su. Alors moi j'ai eu plein de prix et de subventions. C'est ce qui a amené d'ailleurs un peu de médiatisation sur mon projet. Au départ, c'est la CMA qui m'a mis le pied à l'étrier de ça, avec le programme Star et Métiers. Ils ont un petit concours, et j'avais été lauréat. Puis en fait, comme c'était sponsorisé par la Banque Populaire, j'ai vu qu'il y avait la fondation des métiers d'art de la Banque Populaire. Je me suis inscrit. J'ai été lauréat. De là, j'ai vu qu'il y avait d'autres fondations, et j'ai eu plein de choses. Puis de fil en aiguille, j'ai vu que il y avait tout un tas de petits concours, et ça m'a aidé. En fait, ça m'a vachement aidé. Alors déjà, évidemment, sur la partie financement, parce qu'en effet, ça t'aide d'avoir des financements, donc notamment la BPI qui m'a eu une subvention qui s'appelle InnovUp, mais aussi ça m'a vachement aidé sur pitcher mon projet, quoi. Enfin, on parlait de start-up, moi je venais pas du tout de cet univers-là. Avec mes potes que j'ai, c'est des trompettistes, donc parler de trompette à des trompettistes, c'est facile, mais parler de trompette à un béotien, faut se faire comprendre et l'expliquer, et ça m'a énormément aidé, parce que quand tu vas parler à ta banque, quand tu vas parler à n'importe qui, tu sais expliquer pour qui, pourquoi, comment, et ça m'a vachement aidé là-dedans. Je suis parti aussi d'un super programme que je conseille à tous les artisans, d'art ou non, mais souvent c'est savoir-faire d'exception. De BPI, ils ont un programme qui s'appelle l'accélérateur savoir-faire d'exception. Donc ça, c'est un programme de 18 mois où en fait il y a une quinzaine d'entreprises qui sont sélectionnées par le ministère de la Culture, et l'INMA et la BPI pour accélérer notre activité. Et puis en fait, c'est un espèce de jet d'inspiration, de voir d'autres métiers, de s'inspirer. Toutes les technologies et les innovations de chaque métier, tu peux t'en inspirer. Et puis pareil, de ces gens-là qui sont aussi artisans, t'expliquer ton métier, ça te confronte, de dire tiens, c'est vrai que quand j'en parle comme ça résonne. Moi, ça m'a beaucoup aidé, et c'est assez vivifiant de vivre dans cet écosystème. Et parce que en fait, moi, la sensation que j'ai, c'est que oui, il y a plein d'artisans qui aimeraient y avoir accès, mais ce qui est lourd, c'est le dossier. C'est lourd, le premier, tu sais pas, faut le faire. Moi, il y a plein de gens qui disent ah putain, c'est génial, t'en gagnes plein et tout. Mais oui, mais je vois pas que les 3/4, tu les perds en fait. Mais par contre, quand tu perds, c'est super intéressant d'aller toquer à la porte, de dire excusez-moi, je me suis présenté, j'ai pas été pris, pourquoi? T'apprends plus que quand tu gagnes, hein. En effet, c'est un espèce de gymnastique, et souvent quand tu te confrontes à ça, tu te rends compte que y a une espèce de ligne, pas éditoriale, mais une ligne artistique de tel ou tel acteur, et il faut rentrer dans cette ligne, et donc t'adaptes ton projet. Tu le travestis pas, c'est juste tu l'expliques différemment par rapport à qui tu t'adresses, et en fait c'est une gymnastique d'esprit qui t'aide dans ton activité, je trouve. Ouais, je comprends. Ça t'oblige à te poser. Ouais, complètement. Tu vois, aujourd'hui, je peux parfaitement te dire c'est quoi la raison d'être de mon entreprise. Ça, je l'ai fait grâce au programme de la BPI, en disant oui, en fait, c'est quoi ma raison d'être, et donc moi je la connais, faut que mes collaborateurs la connaissent. Mais par exemple, moi, je viens de raconter mon parcours. Moi, mon parcours, c'était au départ, je voulais faire musicien. Donc moi, dans ma tête, je connaissais le parcours de musicien. Et via le programme de la BPI, on était dans une école de commerce, ils nous ont mis des jeunes étudiants confrontés à nos boîtes d'artisanat d'art. Mais pourquoi vous ne travaillerez pas dans cet univers-là? Alors il y avait une confrontation aussi un peu de génération qui
qui était intéressante parce que dans l'accélérateur, il y a des gens de 30 à 60 ans. Je me suis rendu compte que quand je voyais les jeunes d'école de commerce parler de comment ils imaginaient leur carrière dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, je me suis rendu compte que même moi qui forme des apprentis, qui me pose la question d'aller à l'éducation nationale refaire les programmes, je me suis même moi-même rendu compte que en fait moi le seul cadre que je connaissais c'était celui de musicien, et en fait les gens que je recrutais ils n'allaient pas faire musicien, ils allaient fabriquer et réparer des trompettes. Ça m'a permis de me remettre en question et de poser des cadres et un cadre de travail, enfin de sortir de ta bulle, de ma bulle en fait complètement, parce qu'en effet moi dans ma vie perso aussi je baigne là-dedans, hein. Ma femme elle est trompettiste, mes copains c'est que des trompettistes. C'est vrai que toutes ces rencontres m'a fait sortir aussi de cet univers-là et de le confronter à un autre univers qui est passionnant aussi. Je comprends. Que souhaites-tu pour le futur de ton métier ? Ce que je souhaite pour le futur de mon métier, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est qu'à travers le travail qu'on fait en revoyant les programmes et puis en espérant de créer des vocations, qu'on soit demain beaucoup plus nombreux à faire ce métier-là et relancer cette filière qui avait disparu, et relancer ce concept des cuivres à la française. Donc c'est ce que je souhaite à mon entreprise, mais à mon secteur de manière plus générale. Oui, que ça redevienne tout un écosystème et que justement, comme tu disais, aujourd'hui il y a des choses que tu ne peux pas produire en France. C'est clair que c'est un sujet qu'on a énormément abordé dans le cadre du podcast, mais moi ce que je dis aux gens qui ne sont pas du tout de l'artisanat, c'est en fait en consommant artisanat, vous ne donnez pas de l'argent à un artisan, vous donnez de l'argent à tout un écosystème, parce que si vous achetez de la céramique, vous permettez à un artisan de s'acheter de la terre et potentiellement des émaux, et des émaux à force d'avoir des céramistes, il y en a de plus en plus de Français qui vont demander des émaux français, des émaux équitables. Vraiment le sujet que je connais le mieux, et j'en ai déjà parlé dans ce podcast, c'est le sujet des souffleurs de verre, où aujourd'hui, dans les matières premières du souffleur de verre, donc il y a les ballottes qui sont en fait la couleur du verre pour les souffleurs de verre. Il existe 2 entreprises dans le monde et elles sont en Allemagne. Et s'il y en a une qui ferme, il y a des couleurs qui disparaissent. Et donc forcément, acheter un souffleur de verre, c'est permettre à un souffleur de verre de vivre, et donc à un souffleur de verre de s'acheter des ballottes, et ainsi de suite. Moi, c'est ce qui me passionne aussi dans l'histoire des cuivres à la française. Quand je dis au XXe siècle, au début, il y avait des milliers d'emplois, mais en effet, c'est les emplois qui en découlent. C'est-à-dire que tous les accessoires qui vont avec l'instrument de musique, souvent il est vendu avec une boîte, et la boîte, elle était forcément fabriquée dans le quartier. D'ailleurs, dans les quartiers de Paris sont façonnés comme ça. Il y avait vers le bassin de l'Arsenal à Bastille, c'était les ébénistes parce que le bois arrivait par là. Donc les villes ont été aussi façonnées par cela. Mais en effet, si on reprend, par exemple, en achetant mes trompettes, on fait vivre le petit tourneur qui est à côté de chez moi et qui fait pas une note de trompette. Mais ce qui est génial aussi, c'est que à travers ces échanges-là avec lui, par exemple au salon du Made in France, moi, en racontant mon aventure, je raconte ça, c'est que mon voisin au salon du Made in France l'an passé, cette année, c'était 1083, les jeans. Une collaboratrice de 1083 a trouvé mon projet super, elle s'est mise à la trompette. Et ça, je trouve ça mais génial. Elle n'avait jamais trop entendu parler de trompette, elle s'est mise à la trompette. Donc j'adore en fait à travers les histoires et les rencontres, pouvoir créer pas forcément des vocation, mais au moins une activité, et que les gens se posent des questions, quoi. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur ce sujet, mais on en a parlé en off, et de la discussion qu'il en ressort ensemble, c'est t'as vraiment participé à créer des écosystèmes à Brétigny-sur-Orge, mais ailleurs. Enfin, j'ai l'impression en effet que c'est ce qui te caractérise, la mise en relation, mais c'est vrai. Souvent les gens souvent disent ça, t'es fort pour mettre les gens en relation. Et c'est rigolo, avec BPI, là, ils te font un espèce de diagnostic de boîte, ils interviewent des clients, et en interviewant des clients, des solistes et tout, il y en a un qui a dit quelque chose que je trouve intéressant, c'est que, en parlant de notre entreprise, il a fait d'un point faible au départ d'être à Brétigny-sur-Orge une force, parce que aujourd'hui, les gens connaissent, ça fait rayonner mon petit territoire de Brétigny-sur-Orge. La mairie, le département sont fiers d'avoir cet écosystème-là ici à Brétigny-sur-Orge. Puis je trouve que quand tu fais ce genre d'achat, quand tu vas voir un artisan d'art, je trouve que le voyage fait partie un peu de l'aventure de ton acte d'achat ou non, mais de ton expérience du moins. Ouais, c'est clair. Et écoute, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Adrien pour ton temps. Merci à toi. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce 2e épisode avec Adrien vous aura plu. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire.